Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. 1950, 2000, 2050, 3 sociétés différentes. Le futur m'intéresse, car c'est là que je veux passer le reste de mes jours. Par cette formule dont il a le secret, Woody Allen a parfaitement résumé l'intérêt que nous portons au futur, à notre futur. Cet intérêt est d'autant plus grand que nous sentons que nous vivons une période majeure de l'histoire de notre société occidentale, voire mondiale. Cette période est d'autant plus troublante qu'il s'agit d'une transition vers une situation nouvelle. Depuis les années 1950, il est évident que nous vivons dans une société où les sciences et les technologies jouent un rôle essentiel. Après la Seconde Guerre mondiale, notre société occidentale a découvert la puissance de la science et de la technologie. S'en est suivie une époque d'euphorie scientifique dans les années 1960 à 1970, les Golden Sixties. Tout le monde était alors persuadé que les sciences représentaient le sommet du génie humain. Les sciences allaient permettre de résoudre tous les problèmes. La conquête de l'espace, l'avènement de l'électroménager, l'automobile pour tous, la télévision, le confort domestique, l'abondance des biens étaient des facteurs qui ne pouvaient que développer notre croyance dans la toute-puissance des sciences et des techniques. Puis, retour de manivelle, dans les années 1970 à 1980, les hommes découvrent la fragilité de ce nouveau monde. La crise pétrolière de 1973, les accidents de pétroliers, la chute de quelques avions porteurs de bombes nucléaires, la pollution des rivières et des villes, le réchauffement de l'atmosphère, la course effrénée aux armements entraînent un insidieux sentiment de catastrophisme. Tout cela est-il aussi sûr qu'on a voulu nous le faire croire ? Au catastrophisme des années 1980 succède la mise en perspective des problèmes dans la décennie 1990 avec en prime la fin de la guerre froide et l'éloignement, mais pas la disparition, du spectre de la guerre nucléaire. Simultanément, on se rend compte que le développement anarchique ne peut se poursuivre indéfiniment. La préservation de l'environnement devient une préoccupation de toutes les générations. Il s'agit donc d'initier un système de développement durable, dans lequel tout le monde devra trouver son compte. Le début du nouveau millénaire devrait voir des prises de décision importantes pour la survie de l'humanité. Il ne s'agit pas que de nous, les citoyens des sociétés développées, mais de toute l'humanité. Il ne faut pas que les habitants des régions en voie de développement atteignent un niveau satisfaisant de développement en répétant nos erreurs. Mais que faire et comment ? De toujours plus à nettement moins. Des années 1950 à aujourd'hui, notre vie quotidienne n'a fait que s'améliorer, et le chemin vers un monde durable ne nous a encore demandé que peu d'efforts. Nous trions nos déchets, nous limitons notre vitesse en voiture, nous isolons mieux nos maisons. Tout cela reste simple à effectuer. Cependant, un élément vient perturber nos certitudes, notre confort, les augmentations répétées du prix du pétrole. C'en est fini de l'ère du pétrole bon marché. Et avec cela commencent à se poser des questions dérangeantes. Jusque quand pourrons-nous utiliser notre voiture personnelle ? Pourrons-nous encore nous chauffer à un prix raisonnable ? Jusqu'ici, nous faisions confiance au progrès pour nous conduire vers un monde agréable à vivre. Il est vrai que lorsque nous comparons la vie quotidienne en 1950 et celle d'aujourd'hui, les changements sont spectaculaires. En 1950, seuls quelques privilégiés avaient dépassé les frontières de leur pays. En 2006, rares sont les Occidentaux qui ne sont pas allés à l'étranger. En 1950, la voiture était réservée aux riches. Aujourd'hui, il y a environ 2 voitures par ménage européen. En 1950, les femmes étaient souvent contraintes à de lourdes tâches ménagères. La lessiveuse électrique était chère, le lave-vaisselle inexistant, l'aspirateur peu répandu. Leurs petites mains étaient bien utiles pour réparer et coudre les vêtements de la famille. En 1950, la plupart des maisons étaient chauffées au bois ou au charbon, seules quelques pièces étaient chauffées, le chauffage central commençait à apparaître dans les habitations modernes. Aujourd'hui, on se chauffe au gaz naturel ou au mazout, toutes les pièces sont chauffées l'hiver, les maisons sont isolées thermiquement. En 1950, la plupart des maisons ne possédaient pas de salle de bain. En 2006, une maison sans salle de bain est inconcevable. En 1950, seuls quelques privilégiés possédaient un téléphone. Si la radio était présente dans de nombreuses familles,
la télévision était encore réservée à une élite. L'information n'arrivait qu'avec plusieurs heures de retard. Aujourd'hui, nous vivons l'actualité du bout du monde en temps réel. Grâce à Internet, nous avons accès à des quantités gigantesques de renseignements divers, instantanément, à partir de bases de données situées partout dans le monde. En 1950, lorsque quelqu'un était malade, il ne pouvait que faire appel à son médecin de famille, lequel ne disposait pas de tout l'attirail technologique actuel. Le recours aux spécialistes était exceptionnel, l'hôpital inaccessible pour la très grande majorité des gens. Aujourd'hui, on se soigne pour presque rien, l'hôpital est accessible à la plupart. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Tous ces progrès, tout ce confort sont plus fragiles que nous ne le pensons. Ils reposent sur une énergie illimitée. Or, au niveau mondial, environ 80% de cette énergie provient de ressources fossiles non renouvelables. Pétrole, gaz naturel, charbon voire uranium. En 2050, le contexte sera très différent. Tout le monde s'accorde sur le fait que le pétrole et le gaz naturel bon marché seront oubliés. Notre vie quotidienne en sera bouleversée. Depuis 1950, les progrès des scientifiques et technologues, la croissance des économistes nous plonge dans l'illusion que nous allons vers une société de plus en plus confortable, que notre vie quotidienne ne peut que continuer indéfiniment à s'améliorer. Nous en aurons toujours plus. Pourtant, depuis une décennie environ, de plus en plus de voix se font entendre, clamant que nous courons droit dans le mur. L'épuisement des réserves pétrolières, les changements climatiques, la pollution généralisée, la baisse de la biodiversité posent bien des questions. Le développement généralisé de notre société occidentale a épuisé des réserves qui ne seront plus disponibles pour nos enfants. Nous avons été imprudents, par excès d'optimisme et confort intellectuel. Nous allons devoir envisager de faire avec nettement moins. La société de 2050 sera différente de la société actuelle. Nous sommes à la fin d'une époque d'abondance, unique dans l'histoire de l'humanité. Face à l'inconnu, un premier réflexe est de lever les bras au ciel, de n'y voir que les aspects négatifs. Baisse du niveau de vie moyen, régression du confort domestique, retour vers le passé. Demain sera inévitablement moins bien qu'aujourd'hui. Cette peur du futur est paralysante pour beaucoup et contribue à développer le repli sur soi de nos sociétés occidentales. Mais pourquoi demain serait-il moins bien qu'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui véritablement justifie cette opinion ? Demain ne sera-t-il pas ce que nous en ferons ? Certes, demain sera différent d'aujourd'hui. Si nous voulons que l'avenir reste agréable pour tous, il faut le préparer et diriger toutes les énergies, les imaginations, les rêves vers ce futur inéluctable. Mais le futur n'est-il pas imprévisible ? Depuis le début du XXe siècle, la vie dans nos sociétés occidentales a pris un rythme inhabituel jusque-là. Avec la mondialisation de l'information, avec les moyens de transport rapides, avec le règne du capitalisme effréné, la situation est devenue telle que demain est devenu imprévisible. Les événements se bousculent à un rythme fou, les hommes politiques ne visent plus que leur réélection, les grands patrons veulent la rentabilité immédiate, le court terme est la règle des puissants. Prévoir ce que sera le futur à moyen et long terme n'est la volonté de presque personne. Nulle part on ne voit chez les responsables de projets à long terme. Pour se justifier, on fait appel à des notions de complexité, d'interdépendance des problèmes. S'il est bien vrai que le monde est devenu complexe, que bien des événements nous échappent, il est pourtant irresponsable de ne pas vouloir regarder le futur. Avoir le courage de regarder ce futur permettrait de prévoir et de ne pas prendre des décisions qui, intéressantes pour nous, et à court terme, seront néfastes pour les générations futures. Ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, c'est qu'il est sans doute plus facile de prévoir certains aspects de la vie dans le long terme que dans le court terme. En effet, le court terme est surtout dicté par des décisions actuelles, sur des intérêts divers, des rapports de force actuels. Savoir quelle décision sera prise dans un conflit entre deux parties de puissance ou d'influence comparables n'est pas simple. Par contre, en ce qui concerne le long terme, s'il n'est pas possible de connaître les détails de ce qui s'y déroulera, il est des faits prévisibles, incontournables, comme celui de l'épuisement des ressources pétrolières, voire très probable, comme le réchauffement climatique.
Ne pas vouloir tirer les conséquences de tels événements serait irresponsable vis-à-vis de nos contemporains et de nos enfants. Ne risquons-nous pas de prendre des décisions logiques dans le contexte actuel, mais que nos enfants auront bien du mal à réparer? Nous savons les conséquences de décisions prises malencontreusement, mais avec de bonnes intentions, dans les années 1960 à 1970. Ne répétons pas ces erreurs. Bien entendu, il faut se garder d'effectuer des prévisions trop précises. C'est que nous avons en mémoire les erreurs des futurologues passés. Lorsque l'on relit les auteurs anciens qui ont tenté d'imaginer l'an 2000, on ne peut qu'être amusé par ce qu'ils avaient annoncé. Lorsque l'on examine les chromos du début du siècle, on s'aperçoit que leur an 2000 est l'extension de leur époque, de leurs rêves. Nos parents et grands-parents avaient prévu les déplacements en hélicoptère personnel, les transports en commun en dirigeable, les voyages intercontinentaux à dos de baleine, la nourriture en pilule et bien d'autres choses. Pour eux, la maison aurait été chauffée par une pile au radium mais sans le chauffage central. Les voitures seraient réservées à la classe bourgeoise mais sans conduite intérieure. Personne ne semble avoir prévu les autoroutes, les grands magasins, le tourisme d'un jour, l'isolation des maisons ni évidemment le problème des déchets, la pollution de l'air et de l'eau, le réchauffement climatique, l'arme nucléaire ou chimique. Personne n'avait non plus entrevu le rôle de l'espace ou l'ampleur des télécommunications, voire de l'électroménager. Ni surtout, le passage de la classe ouvrière vers la bourgeoisie. Quant aux auteurs des années 1960, l'âge d'or de l'optimisme technoscientifique débridé, ils ne brillaient pas par leur réalisme. Les poubelles envoyées dans l'espace, l'avion nucléaire et bien d'autres gadgets devaient être monnaie courante en 2000. Même sans sacrifier au fantasme de la vision prophétique, les prévisions scientifiques, jugées alors plausibles des années 1960, se sont révélées fausses. Les rayons laser devaient remplacer les conducteurs métalliques pour le transport de l'énergie électrique. Les radiations nucléaires devaient modifier, de manière sûre et reproductible, la structure de l'ADN et guérir de nombreuses maladies. Mais personne n'avait prévu l'explosion d'Internet, des GSM, des GPS. Quelques anticipations se sont certes réalisées, mais sous une forme le plus souvent très différente de ce qu'ils imaginaient. En fait, les prédictions sont un domaine tellement ancien, cela dure depuis suffisamment longtemps, que l'on peut examiner ce que les experts ont prédit et comparer avec ce qui s'est effectivement passé et se passe encore. Le livre de F.B. Huygens, Les experts ou l'art de se tromper, de Jules Verne à Bill Gates, est rafraîchissant à cet égard. Bien sûr, parmi tout ce qui a été prédit, certaines choses se sont réalisées. Tout le monde se souvient de certaines prédictions de Jules Verne et d'autres futurologues. Mais, comme le dit fort à propos F.B. Huygens, si l'on accepte de donner un sens assez large à l'expression « prédiction vérifiée », on peut même soutenir que la plupart des événements notables ont été un jour prévus par quelqu'un dans la masse immense des prophéties démenties. Tellement de nouveautés ont été prévues, qu'il n'est pas étonnant que quelques-unes aient vu le jour. Toutefois, c'est sous une forme qui souvent est très différente de leurs rêves. Les raisons des échecs des prévisionnistes sont nombreuses: optimisme débridé, oubli de la nature de l'homme, des coûts financiers, des ressources matérielles effectives, d'aspects politiques. En plus de ces éléments, il y a aussi, d'après Huygens, le jeu compliqué du désir ou de la lassitude des usagers, et une donnée stupide: chacun a un temps, des ressources et des capacités limitées. Dans un monde où personne ne sait à quoi correspondent toutes les touches de son appareil hi-fi, il est difficile de croire que demain tout le monde partagera son existence entre la contemplation de centaines de chaînes numériques, l'exploration de milliers de jeux et d'encyclopédies sur CD-ROM, le reste étant consacré au télétravail ou au cybercassoulet accent aigu et les HT. Si les experts se sont trompés, c'est que souvent ils avaient négligé un acteur important du changement, l'homme. L'homme n'est pas un être idéal. Il vit, nous vivons avec notre caractère, nos besoins physiologiques et relationnels, une culture, des opinions philosophiques et politiques. Il y a aussi les aléas imprévisibles de notre société. L'effondrement imprévu de l'Union soviétique, en 1989, a complètement modifié la donne des relations internationales. De très sérieuses études, basées sur la survie d'un monde bipolaire, s'en sont trouvées rapidement démenties. Tout ceci ne peut que nous amener à la modestie. Cela ne doit cependant pas nous empêcher d'agir,
mais plutôt nous conduire à relire les œuvres des experts du passé, à les comparer à la situation actuelle, à examiner les raisons de leurs prédictions erronées. Et ce, afin de ne pas refaire leurs erreurs. Toutes les prévisions reposent sur des hypothèses non vérifiables, souvent inconscientes, toujours incomplètes. Personne ne sait encore prévoir l'aléatoire. Et le futur intrinsèquement est complexe, imprévisible. Quel expert peut se targuer de tout savoir sur les techniques et l'âme humaine, sur le climat futur et les conséquences d'un accident nucléaire? Pourtant, une année sèche peut avoir plus d'influence sur les événements futurs qu'une technologie révolutionnaire. Et que dire d'une modification rapide du climat suite aux activités humaines? Un tremblement de terre détruisant San Francisco ou Tokyo aurait également des répercussions sur l'économie mondiale, comme les attentats du 11 septembre 2001 ont affecté notre vision de la sécurité et la poursuite de plusieurs programmes technologiques. Le futur reste heureusement pour beaucoup, le lieu de tous les espoirs. Quand on regarde vers le futur, le rêve est certainement essentiel. Mais pour préparer le futur, il faut garder les yeux bien ouverts pour ne pas se laisser prendre à des discours démagogiques, trompeurs. Préparer l'avenir, ce n'est pas que rêver, c'est aussi préparer une réalité vivable pour tous. Or, la façon dont on nous présente certains éléments du futur est souvent partielle et partiale. Pourtant, un peu de bon sens, quelques éléments de réflexion permettent de revenir sur Terre. Préparer une société pour tous, cela demandera la contribution de tous. Le futur n'est pas seulement affaire de spécialistes. Encore faut-il y réfléchir, en tenant compte de l'homme, en restant modeste, car conscient que nous ne sommes pas spécialistes dans tous les domaines à la fois. Il n'est certainement pas dans notre propos de motiver à ne rien faire, à laisser tomber les bras devant la complexité des problèmes à résoudre. Au contraire, à une époque où certains prétendent que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, où certains disent qu'il n'y a plus rien de vraiment intéressant à faire, à découvrir, nous pensons que la société, le monde reste passionnant. Concernant un sujet aussi complexe, aussi délicat, aussi subjectif que celui de la société future, il est nécessaire, pour être aussi efficace que possible, de prendre en compte des éléments très variés. Une société, surtout future, ne reposera pas sur du sable. Si le futur n'est pas prévisible avec certitude, il y a des éléments probables, voire incontournables. C'est à partir de ceci que nous allons imaginer ce que pourrait être notre vie quotidienne en 2050. Précisons qu'il ne s'agit pas de prévoir avec certitude ce que sera notre vie dans un demi-siècle. Ce serait une prétention risible. Il s'agit de tenter de mettre en évidence des éléments plausibles, basés sur un scénario qui ne semble pas irréaliste et qui prend en compte notre comportement humain. Aujourd'hui, de nombreux futurs sont possibles. Un seul se réalisera. Toute décision, même minime, prise aujourd'hui supprime plusieurs futurs du champ des possibilités. Si nous ne voulons pas aller vers un futur non désiré, il est utile d'examiner le futur de manière critique. Telle est une des motivations de cet ouvrage, qui pourrait aussi se résumer par le slogan « Prévenir pour ne pas avoir à guérir ». Aujourd'hui, la plupart des études sur le futur considèrent l'horizon 2020, parfois 2030. Si cet horizon semble raisonnable, il y a cependant une objection à ne pas vouloir regarder à plus long terme comme 2050. C'est que, en 2020, comme nous le verrons plus loin, le contexte énergétique ne sera peut-être guère différent de ce qu'il est aujourd'hui. En particulier, le pétrole sera toujours là. Mais à l'horizon 2050, ce ne sera plus le cas. Les conséquences en seront importantes. Et vu le temps de réaction de la société, il n'est sans doute pas trop tôt pour examiner ces conséquences. Chapitre 2. Les énergies. Si l'étude du futur n'est certainement pas une science exacte, il existe des éléments inéluctables importants, qui ne manqueront pas de conditionner la société dans ses différents aspects. Un préalable à toute tentative d'imaginer, de rêver le monde futur et de déterminer quels sont ces éléments inéluctables. Les énergies. L'énergie est un élément essentiel de nos sociétés développées. Nous en avons besoin pour vivre, pour nous déplacer, pour nous chauffer, pour faire fonctionner les industries et les commerces. L'approvisionnement énergétique est un des piliers essentiels de notre société technologique. Sans énergie, le développement, la vie quotidienne seraient loin de ce qu'ils sont aujourd'hui.
Qu'il nous suffise pour s'en convaincre, de voir comment vivent les pays non développés ou de se souvenir de ce qui se passe chez nous, dans nos maisons, les services, les entreprises, lorsque l'énergie vient à manquer accidentellement. Or, la base énergétique est plus fragile que nous ne le pensons, bien à l'abri derrière les circuits rodés de l'approvisionnement mondial. De tout temps, les hommes ont utilisé l'énergie à divers usages. Ces usages reflètent l'évolution de la technologie et celle de la population mondiale. Depuis les débuts de l'humanité jusqu'au XIXe siècle, les énergies de la biomasse, surtout le bois, étaient majoritairement utilisées. Puis, vers la moitié du XIXe siècle, le charbon a pris une part significative. Avant la Seconde Guerre mondiale, la prédominance du charbon résulte de technologies basées sur la chaleur, notamment la métallurgie et la sidérurgie. Après 1945, l'importance du pétrole s'accroît, surtout à cause de l'automobile, et nous conduit à une civilisation où le transport devient un élément majeur, ainsi que la chimie. Dans les années 1960, le rôle de l'électricité augmente avec la croissance d'une économie de services. Aujourd'hui, les sources d'énergie les plus utilisées ne sont pas renouvelables et s'épuisent. Il s'agit du charbon, du pétrole et du gaz naturel, qui fournissent plus de 80% de l'énergie consommée annuellement. Le reste provient du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.